Bonsoir. Passer à la télévision est le rêve de tous les m'as-tu-vu qui, à tort ou à raison, s'imaginent avoir quelque chose à communiquer aux autres. C'est mon invité de cette semaine qui est à l'origine de ces quelques mots ironiques. Et c'est avec raison que je vous emmène dès à présent du côté de chez Jean. Avec lui, nous allons parler de presque rien sur presque tout. Alors les plus perspicaces d'entre vous auront déjà deviné son identité. Ce soir, c'est Jean d'Ormesson, sa vie, son œuvre. Bonsoir Jean. Bonsoir. Alors vous avez fait de très longues et très brillantes études dans une très grande école de la rue d'Ulm à Paris. Quelle école? L'école normale. Voilà, vous avez traîné vos guêtres dans les couloirs d'une grande organisation internationale. Oui, l'UNESCO. Vous avez été le patron d'un grand quotidien du matin. Le Figaro. Vous publiez chez un grand éditeur. Oui, Gallimard. Voilà, et donc tout ce que vous le faites en grand, vous. Oh, vous savez, il y avait un personnage dont on disait il a fait des choses considérables, mais c'était des gaffes. Alors j'ai peut-être fait des grandes choses, mais c'était peut-être des grandes bêtises. En tout cas, je garde un très bon souvenir de tous ces passages que vous avez évoqués. Peut-être que si c'était à refaire, je donnerais encore un peu plus de temps probablement aux études, au travail, au plaisir, et probablement moins à l'administration et au bureau. Mais on sent que ce sont des choses qui vous pèsent. Hein. Rester dans un bureau pendant qu'il fait beau et qu'on pourrait se promener en Grèce, en Sicile ou ailleurs. Le bureau m'a beaucoup pesé, beaucoup. Le bureau m'a beaucoup pesé. J'ai sûrement été au bureau comme une espèce de presque de devoir social, moral. Tout mon passé familial était à une sorte d'obligation de travail. Il fallait travailler, il fallait être dans un bureau. Et peut-être aussi que j'étais tellement tenté par la dispersion que c'était peut-être bien pour moi d'avoir une espèce de discipline, d'être obligé d'aller au bureau de 9h à 1h et de 3h à 7h. Ça donnait une espèce de structure à l'existence. Alors vous êtes, je ne l'apprendrai à personne, à l'Académie française, vous occupez le siège 12, celui de Jules Romain. Ça représente quoi pour vous, d'une part, d'être à l'Académie et d'autre part, à ce siège-là? D'abord, je suis très très content d'être à l'Académie. Je n'ai jamais considéré l'Académie comme un idéal final. C'est une étape tout à fait agréable. J'aime beaucoup les gens qui y sont. Ce sont des gens que j'admire beaucoup. J'ai beaucoup d'admiration pour Lévi-Strauss, pour François Jacob, pour beaucoup d'entre eux. Et tous sont des amis. Et on s'amuse beaucoup à l'Académie. Maintenant, vous savez, je suis à l'Académie. Vous savez depuis combien de temps? Ça doit dater de 73? Oui, vous savez tout. 30 ans. Je suis à l'Académie depuis 30 ans. 30 ans. Alors, une liaison de 30 ans, vous savez, vous savez ce que c'est. Non, vous ne savez pas justement ce que c'est. Pas trop. Vous ne savez pas ce que c'est. À peine plus jeune. Mais une liaison de 30 ans, bon, les grandes passions se transforment en solides amitiés. Et le fait d'occuper le siège de Jules Romain, ça a une signification particulière? Alors, je vais vous dire, ça s'est passé de la façon la plus simple. Un jour, le téléphone a sonné chez moi. Et c'était Paul Morand qui m'appelait. Ah oui. Et Paul Morand m'a dit « Est-ce que tu as envoyé ta lettre ?» Je lui ai dit « Quelle lettre ?» Il m'a dit « Ta lettre de candidature. » Je lui ai dit « De candidature à quoi ?» Il m'a dit « À l'Académie. » Je lui ai dit « Non, mais il n'en est pas question. » Il m'a dit « Envoie ta lettre de candidature. » Il a raccroché. Vous savez, il était très pressé. Il allait très très vite. Il m'envoyait de temps en temps des cartes postales où il y avait 3 mots dessus. C'était vraiment l'homme pressé. Alors bon, j'ai envoyé ma candidature et à ce moment-là, il y avait Monterland qui était mort. Et je me suis dit, je vais remplacer Monterland. Et Lévi-Strauss, en même temps, pour qui j'ai la plus grande admiration, se présentait sur le siège de Monterland, ou envisageait de se présenter sur le siège de Monterland. Donc, naturellement,
il n'était pas question Et au même moment était mort Jules Romain. Et alors je me suis présenté au siège de Jules Romain et j'ai été élu au siège de Jules Romain. Et ça s'est passé de la façon la plus simple. Alors vous consacrez beaucoup de temps à ce que vous appelez ce machin, je vous cite, ce machin appelé littérature. Oui. Pourquoi vous écrivez exactement, en quelques mots? Dans votre livre, là, le dernier, c'était bien, vous dites que vous écrivez pour vous consoler de votre médiocrité. Vous savez, pourquoi vous écrivez, c'est une question Qu'on vous a posé 100 fois. presque impossible. Alors, vous savez que les surréalistes avaient fait une enquête sur ce sujet. Ils avaient fait une enquête avant la guerre. Pourquoi écrivez-vous? Alors, on avait répondu pour faire passer les idées, pour faire passer un message, pour contribuer à la beauté du monde. Tout ça était allé à la corbeille. Et ils avaient retenu 2 réponses, qui étaient l'une cynique, qui était la réponse de Drieux-La Rochelle, qui disait « J'écris pour devenir riche et célèbre ». Et la deuxième réponse était une réponse aussi ironique, qui était la réponse de Paul Valéry « J'écris par faiblesse et par distraction ». Alors les 2 choses me paraissent peut-être un peu insuffisantes. Borges, le grand écrivain argentin, que j'admire beaucoup, qui est un merveilleux écrivain, disait « J'écris pour quelques amis et pour adoucir le cours du temps ». Et d'Ormesson, il écrit pourquoi, lui? Eh ben, parce que c'est bien de me parler des autres, mais vous... Vous avez raison, on me dit quelquefois que je fais beaucoup de citations. Pourquoi? C'est pour ne pas parler de moi. J'ai bien compris. Alors, pourquoi j'écris? Probablement parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Je pense qu'on écrit parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous savez, je passe pour un des rares écrivains aujourd'hui du bonheur. Si vous me recevez aujourd'hui, c'est pas à cause de mon génie, non. Ni même à cause de mon talent. C'est pour vos beaux yeux bleus, si vous voulez tout savoir. Pour vos yeux bleus, qui sont un peu rouges, là, à cause du rhume des foins et de l'allergie. Je pense que c'est parce que j'occupe une place un peu à part sur l'échiquier littéraire, pour des raisons qu'on peut expliquer. 2 guerres mondiales, la Shoah, le péril nucléaire, le chômage, la crise économique, la crise morale. La littérature, le théâtre, le cinéma, la peinture sont extraordinairement sombres. Et je suis un des rares écrivains qu'on peut traiter d'écrivain du plaisir ou d'écrivain du bonheur. Eh bien, même dans cette situation, je pense que j'écris parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Je crois que Byron écrivait parce qu'il avait un pied beau. Je pense que Chateaubriand écrivait parce qu'il était malheureux. Je crois que Flaubert écrivait, Sartre en a parlé assez longtemps et longuement, parce qu'il avait des crises d'épilepsie. Et Jean d'Ormesson écrit. Et j'écris parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Merci beaucoup, Jean. S'il est un écrivain que mon invité admire plus que tout autre, c'est bien François-René de Chateaubriand. Cet écrivain, symbole s'il en est des romantiques passionnés et tourmentés du XIXe siècle, eut une vie politique bien remplie et son œuvre littéraire est dense. Jean d'Ormesson, qu'est-ce que Chateaubriand représente pour vous? Vous savez, la littérature française s'étend sur 1000 ans. Et il y a 3 périodes extraordinairement brillantes. Tout est brillant, mais enfin, il y a 3 périodes très brillantes. Le classicisme, que j'admire plus que tout, qui va de Corneille et de Pascal à Voltaire. Le romantisme, qui va de Rousseau et Chateaubriand jusqu'à Baudelaire et même Zola. Et puis, il y a une 3e période qui est magnifique, qui est l'entre-deux-guerres, avec Gide, Aragon, Valéry, Claudel, enfin, tous les grands noms de la littérature d'hier. Et alors, peut-être un de ceux que j'admire en effet le plus, c'est Chateaubriand, parce qu'il appartient à une lignée que j'aime beaucoup, qui est la lignée des mémorialistes. On peut dire que Chateaubriand se situe entre Saint-Simon, d'un côté, le mémorialiste, la cour de Louis XIV,
Et de l'autre côté, l'autre grand mémorialiste qui est Proust. Et Chateaubriand avec vous savez, je ne suis pas sûr qu'on lise encore beaucoup Les Martyrs ou Génie du christianisme, mais Les Mémoires d'outre-tombe sont un livre absolument merveilleux, d'une drôlerie extraordinaire. Je crois que tout grand écrivain est drôle. Proust, naturellement, est extraordinairement drôle. Chateaubriand est très très drôle, Flaubert est très amusant. Je crois beaucoup que le génie n'est pas du tout ennuyeux. Le génie est très très vif, et Chateaubriand est l'image d'un génie d'abord très intelligent. Il y a des génies idiots, n'est-ce pas? Il y a des génies idiots, et Chateaubriand est un... Qui est un génie idiot? Bon, je ne sais pas, on a beaucoup reproché, ce n'est pas mon opinion, mais on a beaucoup dit, Hugo est un génie, mais il n'est pas très intelligent. Chateaubriand est un génie, évidemment, très intelligent. Un génie génial. Un génie, oui, non seulement génial, mais subtil. Si vous lisez à la fin des Mémoires d'outre-tombe ce qu'il dit de l'avenir du christianisme, du socialisme, du chômage, c'est absolument extraordinaire. C'est un visionnaire extraordinaire. Et donc, c'est un homme pour toutes les saisons, comme on dit en anglais. A man for all seasons. Et si vous pouviez le rencontrer, à votre avis, sur quoi porterait la conversation? Enfin, de quoi vous auriez envie de lui parler? Vous seriez peut-être peu pétrifié, non? D'admiration ou... Ah oui, sûrement, oui. Mais je pense que la conversation ne serait pas très difficile avec Chateaubriand. Vous savez, il y a des écrivains qui ne parlent pas du tout. Il y a des écrivains qui ne parlent pas. Comme Marcel Aimé. Je vous parlais tout à l'heure, avant l'émission, je vous parlais de l'exemple de Marcel Aimé, qui était un écrivain qui, aux questions des journalistes, répondait par oui et par non. Et un jour, il y a une dame dans un dîner qui lui a dit « Monsieur Marcel Aimé, j'ai parié avec mon mari que je vous arracherais plus de 3 paroles. » Et il lui a répondu « Vous avez perdu. » Mais Chateaubriand ou Proust, je pense que la conversation ne serait pas très très difficile. J'écouterais surtout. Vous avez une œuvre préférée chez Chateaubriand? Celle qui vous parle encore plus que les autres? Alors d'abord, Chateaubriand, les souvenirs peut-être d'école. Vous vous rappelez peut-être d'un personnage qui a des très belles phrases, comme ça, un peu longues, comme Proust. Mais vous savez, il ne faut pas s'y tromper. Souvent, il y a des phrases très courtes et très fortes. Chez Proust, par exemple, il y a des phrases très très longues et interminables, mais il y a aussi des phrases très courtes. J'appelle ici amour une torture réciproque. Ça, c'est fort. Hein? Ou bien, une phrase chez Proust qui est si belle, l'amour, c'est l'espace et le temps rendus sensibles au cœur. Ah. Magnifique. Et alors chez Chateaubriand, où il y a les fameuses phrases sur le coucher du soleil, sur la lune, sur le christianisme, il y a aussi des choses courtes, terrifiantes. Par exemple, il faut être économe de son mépris, étant donné le grand nombre des nécessiteux. C'est quand même pas mal comme polémiste. Il a beaucoup d'humour. Est-ce qu'il y a un auteur contemporain, vraiment encore vivant, que vous admirez aussi? Et qui n'est pas forcément académicien. Hein. Non, pas forcément. Je n'aime pas beaucoup jouer le jeu de « Ah, qui admirez-vous? Qui est-ce que vous n'admirez pas ?» Je ne suis pas là pour distribuer les bons points et les mauvais points. Il y a un écrivain vivant que j'admire beaucoup, oui, qui est Gracq. Je trouve que Julien Gracq est un homme qui a écrit des livres admirables, dont la vie est très très digne, qui paraît très peu à la radio et à la télévision. Si vous le connaissez, demandez-lui de venir. Hein. Et je ne pense pas qu'il viendra, il va presque nulle part. Et j'aime beaucoup ses livres, et je crois que c'est peut-être un des derniers, après Aragon et Yourcenar, c'est peut-être un des derniers de la lignée de ce qu'on appelait les grands écrivains français. Je suis plus que personne ce que les journaux de nos jours ne cessent de dénoncer.
Une vieille baderne arriérée, enfoncée jusqu'au cou dans ses souvenirs évanouis, écrasée sous les privilèges. Avant de devenir cette vieille baderne arriérée, comme je ne me serais jamais permis de l'appeler moi-même, mon invité était un petit garçon, le petit Jean, et ce sont ces souvenirs évanouis que nous allons réveiller pendant quelques minutes. Alors Jean d'Ormesson, votre enfance a été bourguignonne, et vous avez eu cette chance extraordinaire de grandir dans ce magnifique château qui est Saint-Fargeau, qui se situe donc vers Saint-Sauveur en Puisaye, et ça a dû être fantastique cette enfance bourguignonne. Écoutez, je crois qu'on peut dire que mon enfance a été deux choses. D'abord, elle a été bourguignonne, en effet, et dans un château. Souvent, je dis, les uns ont une enfance trotskiste, les autres ont été élevés dans un château. Chacun porte sa croix. Et chacun, mon Dieu, il faut accepter ce qu'on a été et en même temps, peut-être prendre des directions qui vous éloignent de votre enfance. Je ne suis ni fier d'avoir été élevé dans un château, et je n'en rougis pas non plus. Mais en réalité, il y a un autre aspect de mon enfance qui est une enfance cosmopolite. Aussi. Pourquoi cosmopolite? Parce que mon père était diplomate. Et donc, j'ai sillonné non seulement l'Europe, mais le monde à partir de l'âge de quelques semaines. Et je retournais l'été à Saint-Fargeau, qui était ce château de Puisaye, qui était un château énorme, qui était le château de Jacques Coeur, qui a été le château de la Grande Mademoiselle, qui a été le château d'un personnage extraordinaire qui s'appelait Le Pelletier de Saint-Fargeau, dont je parlais énormément, qui était député de la noblesse à la Convention nationale, et d'abord à la Constituante, et qui est devenu un ami de Robespierre, et qui s'est situé à la gauche de Robespierre, et qui a voté la mort du roi, et qui a été assassiné par un garde du roi, indigné de voir que quelqu'un qui allait à Versailles couramment avait voté la mort du roi. Là, et c'est mon propre arrière-arrière-grand-père. On retrouve aussi votre goût prononcé pour l'histoire. Quand vous pensez à Saint-Fargeau, quelles images vous reviennent D'abord, une image de bonheur. J'ai eu une enfance extraordinairement heureuse. Et j'ai eu cette enfance heureuse non seulement à Saint-Fargeau, mais je l'ai eue en Allemagne, à l'époque où Hitler allait prendre le pouvoir. Quand mon père a été nommé en Allemagne, Hitler a été en prison. Et quand il est parti, Hitler était Reichskanzler. Et à la fin du séjour de mon père, nous recevions tous les matins au petit déjeuner une photo de mon père avec les yeux crevés. On recevait ça par la poste parce que mon père avait sauvé un certain nombre de juifs allemands auxquels il avait permis de gagner la France, et donc il était mal vu par les hitlériens. Ensuite, on a été en Roumanie, et bon, je me rappelle encore qu'on se promenait en Roumanie en hiver. Et comment est-ce qu'on se promenait en Roumanie en hiver? Eh ben, on se promenait en traîneau. En traîneau, oui. Et on allait voir des amis. Des amis qui étaient d'ailleurs des gens qui jouent un rôle ensuite chez Proust, des Bibesco, des Cantacuzène, qui étaient des gens qui ont joué un rôle dans la vie de Proust. Et on traversait des forêts en traîneau, et négligemment on jetait des petits morceaux de viande. Pour les chiens? Pour les chiens, non? Pour nourrir les chiens? Non, pour les loups. Pour les loups? Ah bon, pour que les loups ne s'occupent pas du traîneau et qu'ils aient de quoi se nourrir. Alors on lançait négligemment des petits morceaux de viande dans la neige. Et puis ensuite, c'était le Brésil, et j'ai été très très jeune au Brésil. Et ceux qui connaissent le Brésil aujourd'hui savent quelle ville énorme est Rio. Et alors à l'époque,
Copacabana, vous connaissez peut-être le nom de Copacabana. Bien sûr, bien sûr. Copacabana était déjà construit, mais Ipanema et toutes ces choses où il y a maintenant des gratte-ciels innombrables étaient vierges de toute construction. Et, je me promenais comme enfant à cheval sur les plages d'Ipanema et sur les plages non construites de Rio, où il y avait un seul gratte-ciel qui s'appelait Anoite. Et ça a bien changé. Et alors, évidemment, j'ai parlé allemand, j'ai parlé roumain. Portugais. J'ai parlé portugais. Oui, portugais, car au Brésil, c'est pas espagnol, c'est portugais. Et je peux vous chanter des chansons du carnaval. Alors là, allez-y. Du carnaval brésilien. Je vous écoute. Mamma yo quiero, da chupeta pro bebé no chorar. Voilà, et ça Et tout de suite, là, ça donne, voilà. ça donne le rythme. Vous aviez une grande ambition. Hein, quand vous étiez petit, vous saviez exactement ce que vous vouliez faire plus tard. Oui. C'était rien. Rien, je ne voulais rien faire. C'est une belle ambition. Et j'ai été Ça vous a permis de devenir beaucoup, finalement. très soulagé quand j'ai lu plus tard dans Mauriac, j'ai lu que le meilleur signe de la vocation littéraire, c'était d'avoir une vocation littéraire que je n'avais pas. Mais tout de suite après, c'était de n'en avoir aucune. Et je n'avais évidemment aucune vocation. Et je ne voulais rien faire. Je voulais, au fond, je voulais rester tranquille. Je voulais rester tranquille, regarder le monde. J'aimais beaucoup le monde, j'aimais beaucoup la vie, j'aimais beaucoup me promener, j'aimais beaucoup lire. Et je trouvais que c'était merveilleux de vivre, voilà. Et au fond, cette enfance si heureuse, on n'échappe jamais à son enfance, n'est-ce pas, a abouti à cet bien. Et naturellement, vous savez, à la différence des hommes politiques, peut-être que vous recevez. Pas beaucoup, non. Pas beaucoup, vous avez raison. Je me présente comme un privilégié, c'est vrai, j'ai été privilégié. J'ai essayé simplement de ne pas dilapider ces privilèges sur les champs de course ou dans les boîtes de nuit, que j'ai extrêmement peu fréquentées, mais de les transformer peut-être dans les bibliothèques. C'est vrai que vous avez aimé la vie et la vie vous l'a bien rendue. Bon, la vie me l'a rendue au centuple. Et ce serait bien ingrat de ma part de ne pas la remercier. D'abord, j'ai eu des parents merveilleux, ce qui est un bonheur pour toujours. C'est pas que mes parents avaient... Mon père n'avait aucune fortune, aucune. Mon père était un homme très conservateur, de mœurs et d'habitudes, mais c'était plutôt un homme de gauche. Il a été ambassadeur de Léon Blum, il a été fait ambassadeur par Blum, et il était, avec beaucoup de simplicité, mais de conviction, ambassadeur du Front populaire. Et évidemment, j'ai été entouré par mes parents de tendresse, d'affection, et la famille était très unie. Il faut dire merci la vie. Oui, ça m'a donné probablement une espèce de bonheur pour la vie entière. Merci beaucoup, Jean. Au plaisir de Dieu. Dieu, sa vie, son œuvre. Le rapport Gabriel. Dieu a toujours été très présent dans la prose de mon invité. On le sent intéressé, sinon plus, par l'idée de Dieu. Et il dit être un croyant qui croit au lieu d'être un croyant qui sait. Jean d'Ormesson, quel genre de croyant êtes-vous? C'est quoi un croyant qui croit plutôt qu'un croyant qui sait? Alors d'abord, je voulais dire d'un mot que je me suis évidemment beaucoup occupé de Dieu. Et j'ai appris beaucoup plus des lecteurs et des lectrices que des critiques. Et je me rappelle qu'il y a des années, il y a une lectrice qui m'a écrit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Elle m'a dit « On parle à Dieu, on ne parle pas de Dieu ». Et j'ai trouvé que c'était une leçon assez forte. Et c'est vrai que je me suis beaucoup occupé de Dieu. Je crois qu'il y a une formule que j'aime beaucoup, qui est une formule juive. Ce n'est pas une formule chrétienne. C'est ce qu'il y a de plus important, c'est Dieu. Qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Et souvent, puisque je parle à une télévision catholique,
on me considère comme un écrivain catholique. Vous l'êtes? J'ai été élevé dans la religion catholique et j'espère bien que je mourrai dans la religion catholique. Mais en effet, j'ai toujours dit que j'étais un croyant qui ne savait pas. Je ne sais pas. Mais personne ne sait, Jean. Ah, comment? Il y a des gens... Alors d'abord, il y a des gens qui savent pertinemment que Dieu n'existe pas. Ah bon? Sartre savait très bien que Dieu n'existe pas. Mon ami François Nourricier, que j'aime beaucoup, sait que Dieu n'existe pas. Et il me considère avec pitié quand j'émets quelques doutes. En réalité, vous savez ce que je suis? Je suis agnostique. Vous savez ce que ça veut dire, agnostique? Agnostique ne veut pas dire qu'on est athée. Voilà. Je ne suis certainement pas athée. Je me rappelle que j'avais été en Belgique il y a quelques années et j'avais été stupéfait. Vous savez, en Belgique, la coupure est très forte entre les universités catholiques et les universités libres. Les universités libres sont les universités d'État. C'est l'inverse de la France. Et je me rappelle que ce recteur ou ce doyen m'avait dit « Êtes-vous athée ?» La formule m'avait eu l'air tout à fait stupéfiant. Donc je ne suis certainement pas athée, je suis agnostique, c'est-à-dire que je ne sais pas. Il y a des gens qui savent que Dieu existe. Claudel le savait. Plus proche de nous, Guiton ou Frossard savaient que Dieu existe. Eh bien, je ne le sais pas. Alors, je ne le sais pas, il y a une autre formule qui est catholique, cette fois-ci, c'est un grand-père de l'Église. Ma foi est la forme de mon espérance. J'espère qu'il y a quelque chose. Oui, je l'espère, c'est vrai. Mais je n'en sais rien. est-ce que, par exemple, il vous arrive d'aller, vous qui avez quand même été élevé dans la religion catholique, est-ce qu'il vous arrive d'aller à l'église, Bien sûr, dans des monastères? Mais la formule est assez exacte. Il m'arrive d'aller à l'église. Je suis certainement un mauvais chrétien, certainement. Mais d'abord, je crois beaucoup qu'il n'y a pas d'autre question que celle-là. Il n'y en a pas d'autre. Si Dieu n'existe pas, s'il n'y a pas de sens à l'existence, alors vraiment, vous savez, c'est une espèce de chaos et de désastre. C'est une histoire dite par un idiot, pleine de bruit et de fureur et ne signifiant rien, l'existence. Et si Dieu existe, c'est pas beaucoup plus clair, vous savez. C'est pas beaucoup plus clair. Mais au moins, il y a quelque chose, il y a au moins quelque chose à deviner. Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il a bien organisé les choses. Supposons qu'il existe. Il a bien organisé les choses pour qu'on ne le sache pas. Ça aurait été très simple pour lui de faire en sorte que son évidence éclate. Et Chateaubriand, on parlait de Chateaubriand, dit, mais naturellement, l'évidence de Dieu éclate partout, les éléphants le chantent, l'herbe la chante, le monde entier le chante, et c'est vrai que l'idée que le monde sort simplement du jeu aveugle du hasard et de la nécessité, me paraît tout à fait insatisfaisant. Je croirais plutôt qu'il y a un ordre du monde. Je pense qu'il y a un plan de l'univers. Mais vous m'avouerez que ce plan de l'univers est mystérieux. Et que l'argument de la souffrance et de la douleur, des enfants qui meurent, de la Shoah, de ce mal qui s'étend depuis l'origine de l'humanité jusqu'à la fin de l'univers. On va que c'est difficile à répondre. Alors ce que je crois en tout cas, c'est que le monde est métaphysique. Je crois qu'il y a une énigme, je pense que le monde est une énigme. Et que dire qu'il n'y a pas de problème est complètement stupide. Naturellement, il y a un problème. Mais la solution, je ne la sais pas.
Et tout ce que je peux dire, c'est que j'espère qu'il y en a une. Une dernière, en quelques mots, si Dieu existe, quand vous le verrez face à face, c'est une question qu'on pose souvent, mais vous voudriez qu'il vous dise quoi? Comment qu'il me dise? En quelques mots. En un mot? Ou un ou deux, ou trois, comme disait Ce que Marcel je voudrais Aimé. qu'il me dise, Oui. s'il existe, Oui. je te pardonne. Lorsque l'on est issu, comme mon invité, d'une famille de conseillers d'État, de contrôleurs généraux des finances, d'ambassadeurs de France, de parlementaires, c'est sans doute plus facile d'avoir accès à la culture et au savoir que lorsque l'on est issu d'une famille plus modeste. Alors c'est une idée personnelle et je suis curieuse d'apprendre ce qu'en pense Jean d'Ormesson, avec qui nous allons parler du savoir. Oui, d'abord, je voudrais dire qu'il me semble qu'en effet, un des efforts les plus grand qui doit être fait, c'est naturellement d'abord de permettre à chacun de survivre, que chacun puisse manger, boire, qu'il n'y ait pas de gens qui meurent de faim, que les gens qu'on puisse lutter contre les maladies, et ensuite de donner à chacun la possibilité d'accéder à la culture, à ce qu'on appelle la culture, au savoir. Et autant je crois que la culture n'est pas un devoir, la culture est un plaisir, autant je crois que ce qui est un devoir, c'est de permettre à chacun d'accéder à ce trésor qu'est la culture. Et est-ce que l'école aujourd'hui est le meilleur vecteur justement pour accéder au savoir? Je pense qu'il y a évidemment, là je crois qu'on ne va pas entrer dans ce débat-là parce que c'est un débat trop difficile. Je pense que ce rôle capital de l'école, que l'école française a joué avec tant de force. L'école, le lycée, l'université française étaient des modèles de ce... Eh bien, je pense que ce rôle n'est plus joué avec suffisamment de force. Mais enfin, ça nous entraînerait peut-être un peu loin. Mais je remarque que quand j'étais jeune, je me rappelle que je considérais avec un sérieux dédain ceux qui allaient faire leurs études à l'étranger. L'université française était le modèle de toute université. Et je crains que ce temps ne soit passé. Et évidemment, c'est une grande préoccupation, ou ce devrait être une grande préoccupation pour les hommes politiques d'aujourd'hui. La clé de toute société, c'est l'éducation. Mais on a l'impression, et je suis bien certaine de ne pas être la seule à penser cela, que des hommes comme vous, qui ont une vraie culture, un savoir, un vrai savoir, aussi bien un savoir qui vient de la vie que de vos études, on a l'impression que ça n'existe plus beaucoup, que vous êtes un animal en voie de disparition, en fait. Ben évidemment, j'ai beaucoup aimé les études. Vous savez, c'était lié un peu à ce que nous avons dit l'autre jour, ou ce que nous dirons. C'est cette absence de vocation que j'avais en étant jeune. J'avais vite compris que, puisque j'appartenais à un milieu qui me permettait de faire des études, l'essentiel était de ne pas entrer dans la vie professionnelle. L'essentiel, c'était de poursuivre indéfiniment mes études. Et au fond, j'aurais voulu faire 20 ans d'études. Quelquefois, je me présente, vous savez, quand on me demande un curriculum vitae ou quelque chose comme ça, eh bien, je réponds bac plus 45. Au fond, voilà, n'est-ce pas, et mon père avait compris ça. Il m'avait dit, tu vas préparer l'école normale, tu vas être reçu, ensuite tu vas faire 3 ou 4 agrégations successives, où tu vas préparer, c'est exactement ce qui s'est passé, n'est-ce pas? J'ai passé d'une agrégation à l'autre, et je crois que j'aurais pu passer l'agrégation d'histoire ou l'agrégation de lettres, et il y avait une agrégation qui était vraiment difficile pour moi parce que j'étais très nul, c'était l'agrégation de philosophie. Et naturellement, j'ai voulu passer l'agrégation de philosophie. Et mon père me disait, et après, tu voudras faire ta médecine. Alors, 7 années d'études, n'est-ce pas? Et puis, quand tu auras fini ta médecine, tu découvriras que tu as la foi, tu voudras devenir jésuite
14 années d'études. Alors évidemment, j'ai beaucoup aimé les études et s'il y a une chose à laquelle je crois, vous savez ce que c'est la science. Ouais. Je crois à la science. Je suis un homme de droite, je crois. Je passe pour un homme de droite. Oui, en tout cas, vous passez pour un homme de droite. Un peu particulier, parce que je suis un homme de droite, qui croit fondamentalement à l'égalité des hommes. Mais pas seulement à l'égalité, vous savez, ils sont égaux en théorie. Je crois qu'ils sont vraiment égaux. Vraiment égaux. Et je crois qu'il y en a, naturellement, il y en a qui courent plus vite que d'autres. Il y en a qui ont plus de facilité pour apprendre les mathématiques. Mais ils sont vraiment égaux. Je ne mets aucun homme au-dessus d'un autre. Et la deuxième chose, un peu bizarre pour un homme de droite, je crois fondamentalement dans le progrès. Alors qu'on peut douter du progrès. Je crois qu'il y a un progrès de la science formidable. Nous donnons 2 exemples pour aller vite, on a peu de temps. Un, les transports. Vous savez, ce qu'il y avait de beau, d'ailleurs, d'admirable, il y a 100 ans ou 150 ans, 2 personnes s'aiment, c'est pas 2 jeunes gens s'aiment, l'un part pour l'Amérique. Mais c'est fini. Ils ne se reverront plus jamais. Peut-être ils se reverront au bout de 5 ans, 6 ans, 10 ans. Mais maintenant, bon, c'est un week-end, n'est-ce pas? Moi, j'ai été en Amérique pour la journée et revenu. J'ai été en Asie pour 2 jours et revenu. Bon. Deuxième progrès, évidemment, la médecine. Je donne un exemple toujours classique. Ma grand-mère s'est cassé le col du fémur, elle est morte. Ma mère s'est cassé le col du fémur, on l'a réparé, elle a encore très bien vécu. Et moi, je ne me suis même pas cassé le col du fémur. Et normalement, je devrais être mort à l'âge que j'ai. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un progrès? Mais si, bien sûr, il y a un progrès. Mais ce progrès du savoir, auquel je crois fondamentalement, je crois au savoir, je crois à la science. Mais vous voyez bien que plus la science avance, et elle avance, mais plus elle pose de questions, plus elle trouve de réponses, mais plus elle trouve de réponses, plus il y a de nouvelles questions qui naissent. Et donc la science qui est si admirable ne suffit pas. Il y a autre chose. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, nous revenons au problème précédent. Nous revenons à quelque chose d'inconnu, qui est le sens de cet univers que la science explique totalement, sauf qu'elle ne s'explique pas elle-même. Elle est chantée, visitée, admirée. Elle est sans doute la plus belle ville du monde. Mon invité lui-même l'a célébrée dans l'un de ses romans, La Douane de Mer. Venise l'éternelle, Venise la superbe, Venise la sérénissime est la seconde patrie de Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, c'est bien ça, hein? Venise, c'est votre seconde patrie. Vous savez, ce qui est peut-être ma seconde patrie surtout, c'est la Méditerranée. Plus généralement, alors. Plus généralement. Et alors, c'est amusant parce que je n'ai aucun lien avec la Méditerranée. Ma famille est parisienne, en partie bourguignonne, en partie parisienne. Et évidemment, j'ai énormément aimé la Méditerranée. Mais si vous avez un lien, parce que la Méditerranée, c'est le soleil, et vous, vous êtes solaire. Oui, évidemment. Évidemment, oui, j'ai adoré le soleil. Je comprends très bien les civilisations qui ont adoré le soleil. Je trouve que le soleil est quelque chose d'extraordinaire. L'image, chez Platon déjà, l'image de l'unité, l'image du bien, l'image de la lumière. Et évidemment, j'ai beaucoup aimé la Méditerranée. Je me suis promené un peu dans le monde entier, d'abord parce que mon père était diplomate, ensuite parce que j'ai été à l'UNESCO et donc l'UNESCO m'a envoyé un peu... parce que vous êtes un grand voyageur aussi, quoi qu'il en soit. Oui, j'ai beaucoup aimé les voyages et maintenant, au fond, je sais que ce que j'aime, c'est la Méditerranée. Et donc j'aime la Grèce, j'aime l'Italie, j'aime la Turquie, j'aime l'Égypte, j'aime le Liban, j'aime toute la Méditerranée et peut-être plus particulièrement l'Italie. Et peut-être aussi parce qu'il y a en Italie ce mélange si extraordinaire de culture et de nature. Tout est beau en Italie et je ne suis pas de ces gens qui se précipitent dans les musées.
Je ne me précipite pas. Oh, vous devez flâner le nez en l'air, prendre le temps de respirer Voilà. la ville, Et alors, le en paysage. Italie, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que les musées sont dans la rue. Que la rue est si belle, n'est-ce pas, quand vous vous promenez dans Rome, dans Florence, dans Naples, dans de toutes petites villes. J'ai été en Italie pour aller voir de toutes petites villes que les Italiens eux-mêmes ne connaissent pas. Non seulement Crémone, ou Mantoue, ou Parme, ou Lecce, ou Otrante, mais des villes que beaucoup d'Italiens ne connaissent pas, comme une petite ville extraordinaire qui s'appelle Ascoli Piceno. Eh bien, il n'y a pas beaucoup d'Italiens qui sont allés à Ascoli Piceno, qui est une ville merveilleuse. Et alors, évidemment, une ville symbolique, peut-être qui réunit tout ça, c'est Venise. Comment s'est fait la rencontre avec Venise? Eh bien, d'abord, et Rome et Venise, je n'ai pas été fou d'abord au début, parce que quand j'arrivais, on m'emmenait dans les musées. Et à 9 ans ou 8 ans, les musées, ça me barbait un peu. Il y a un magnifique musée Guggenheim à Venise. Pardon? Il y a un magnifique musée Guggenheim à Venise. Oui, bien sûr, bien sûr. Et quand je suis retourné plus tard, je me suis promené dans la ville. Promené à Rome, promené à Venise, et évidemment, la découverte de Venise, là, c'est extraordinaire, c'est une ville extraordinaire. Maintenant, nous sommes habitués à Venise, beaucoup de Français ont été à Venise, nous avons vu Venise dans tous les livres, dans tous les films, mais enfin, cette ville qui vit sur l'eau, n'est-ce pas? Cette ville qui est faite de centaines et de centaines d'îles réunies par des ponts. Et encore, les Autrichiens ont transformé beaucoup de canaux en chaussées, n'est-ce pas? Les Rio Terra des Autrichiens. Mais c'est une ville extraordinaire. Elle vous inspire quoi en termes de sentiments? Parce que Venise, c'est une ville que moi, je trouve qui a un petit côté suranné, qui est un petit peu mélancolique. Vous trouvez? Très mélancolique. Ah. C'est une ville extraordinairement mélancolique. C'est pas tout à fait par hasard que un grand livre et un grand film s'appelle La mort à Venise. Et Venise est une ville qui est d'abord une ville du passé. C'est vrai qu'on peut reprocher à Venise d'être une ville entièrement tournée vers le passé. C'est une ville musée. Il y a eu un livre très, très bien, d'ailleurs. Bon, je ne suis pas du même avis, mais le livre était très amusant et très intéressant, de Régis Debray, qui s'appelait Contre Venise, où il disait que Venise est une ville musée, une ville tournée vers le passé, et une ville où, à la différence de Naples, on ne voit jamais de linge pendre aux fenêtres. C'est tout à fait faux. Vrai. Parce que moi, je peux emmener Régis Debray à Venise. Il est peut-être resté, lui, sur la place Saint-Marc et sur le Rialto. Et moi, je peux le mener dans une Venise où il y a autant de linge aux fenêtres qu'à Naples. C'est cette Venise populaire que j'aime encore plus que la Venise solennelle et un peu banale des touristes. Oui, la Venise du ghetto, la Venise avec ses ruelles tortueuses pleines de chats. La Venise du ghetto, la Venise du quartier du Castello, la Venise de l'Arsenal, la Venise populaire, qui est évidemment très, 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 très belle. Votre endroit préféré à Venise, c'est la Douane de Mer? La Douane de Mer est un endroit symbolique, n'est-ce pas? C'est comme Delphes en Grèce. C'est un endroit où se rencontrent l'Orient et l'Occident. La Douane de Mer, c'est l'endroit où les bateaux qui venaient de Byzance, des Turcs, des Barbaresques, de l'Orient arrivaient à Venise, et c'était l'octroi. Et c'est un endroit qui est sublime, qui est en face de Saint-Marc, qui a une dose romanesque énorme et qui évidemment a joué un grand rôle dans mes livres. Merci beaucoup, Jean. L'homme n'a pas besoin de voyager pour s'agrandir. Il porte avec lui
l'immensité. C'est un certain Chateaubriand qui a dit ça, évidemment. Mon invité, lui, est un grand voyageur. Existe-t-il un seul pays qu'il n'ait pas visité? Alors pourquoi ce besoin de partir sans cesse? Est-ce pour fuir? Que recherche-t-il? Autant de questions que je vous pose, Jean d'Ormesson. Oui, ben évidemment, j'ai beaucoup... vous savez, Monterland disait « Les voyages sont stupides ». La preuve, toutes les jeunes filles adorent ça. Eh bien, vous reconnaissez là la misogynie de Monterland. Je suis comme les jeunes filles, j'ai beaucoup aimé les voyages. Évidemment, j'ai adoré partir. Et d'abord, un peu à la façon de Proust, les seuls noms des pays me rendaient fou. L'idée d'aller à Patmos, à Samos, à Carthagène, à Fatehpur Sikri, à Bali, à Khartoum. Mais tout ça, ça me rendait fou. Est-ce que vraiment le voyage existe encore? Est-ce qu'aujourd'hui on ne fait pas plus du tourisme? Est-ce que l'exotisme existe encore? D'abord, le voyage n'existe plus parce que les vrais voyageurs partaient pour voyager. Et maintenant, on ne voyage plus, on se déplace et on arrive, n'est-ce pas? On part et on arrive. Avant, c'était une expédition. Une des définitions qu'on peut donner de notre siècle, on me dit souvent qu'est-ce que c'est le XXe siècle. Alors, en réalité, la vraie définition, c'est la science. C'est la science. Ce qui a compté dans le siècle, c'est la science. Mais on peut donner des tas de définitions, la pilule, le cinéma, l'avion, l'électricité, le communisme, le nationalisme, la mort de Dieu, le retour de la religion. Il y a une définition qui m'avait paru très bonne. Le XXe siècle est le premier siècle où l'homme s'est séparé de son cheval. Et jusqu'à la fin du XIXe siècle, Chateaubriand, revenons à lui, se déplace exactement de la même façon que Jules César ou Cicéron. Il met d'ailleurs, pour aller de France à Rome, exactement le même temps que Jules César. Il met pour aller des Alpes à Rome le même temps que Cicéron. Pourquoi ? Mais parce qu'il a le même moyen de transport. Le même cheval. Quel moyen de transport? Le cheval. Chateaubriand, qui est si proche de nous, de vous, de moi, mais il allait à cheval. Et Flaubert, comment il allait Flaubert? Flaubert va encore à cheval. Et puis, il y a une révolution, il y a le train. Et Maupassant va à Rome en train. Alors, au lieu de mettre 8 jours, il met 1 jour et demi. Et pour ça, donc, ce n'est plus du voyage. Aujourd'hui, et on ne voyage nous ne mettons pas 1 jour et demi, nous mettons heures. 1 heure et demie. Alors, évidemment, il n'y a plus de voyage. Il n'y a plus de voyage. Chateaubriand voyageait, Flaubert voyageait. Flaubert va en Égypte. Bah, vous savez, aller en Égypte au temps de Flaubert, c'était... il fallait un peu de temps. Il voyageait. Nous ne voyageons pas, nous nous déplaçons. Là, le mois dernier, j'ai été en Asie. Alors, on m'a dit, mais tu n'as pas été en Asie, on t'a vu à Paris le jeudi, tu étais à Paris le mardi d'après. Oui, seulement entre jeudi et mardi, j'avais été en Asie. Alors, est-ce que c'est voyager? C'est pas voyager, j'ai été voir 2 trucs ou 3 trucs en Asie. Il y a encore des pays que vous n'avez pas visités? Je crois qu'il y a 11 ou 12 pays au monde où je ne suis jamais allé. Et que vous aimeriez connaître? Et oui, je pense que j'aimerais bien peut-être encore les connaître. C'est des pays bizarres. Quoi, l'Ouzbékistan Non, l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan, tout ça, je connais ça comme ma poche. Non, il y a des pays bizarres où je ne suis pas allé. Je crois que je ne suis pas allé... il y a 1 ou 2 pays européens où je ne suis pas allé, je crois. Comme quoi? Attendez, je cherche maintenant. Je cherche. Non, je crois quand même que j'ai été... Non, j'invente. Je crois que tous les pays européens, j'y ai été. Mais il y a des pays un peu évidents où je n'étais jamais allé en Syrie, par exemple. Mais depuis, je suis allé en Syrie. Et évidemment,
vous savez à quoi c'est lié tout ça. Et quand même, je dis n'importe quoi, bien sûr, mais c'est quand même assez cohérent. C'est lié au savoir. Oui, bien sûr, c'est besoin toujours Ce qui est merveilleux, c'est de découvrir les choses. D'aller voir le tombeau de Tamerlan, ça m'a quand même excité beaucoup. D'aller voir les mosquées à Téhéran, c'est sublime. Alors, il y avait un pays bien, il y avait une ville qui m'avait fait rêver, qui était très décevante. C'était Bagdad. Bagdad qui a été un des centres de la civilisation mondiale, a été complètement détruite par les Mongols notamment, et Bagdad n'était pas très intéressant, alors que Damas est très intéressant, Téhéran n'est pas très intéressant, mais Ispahan est évidemment... Ispahan, c'est comme Venise, voilà, Ispahan, c'est un rêve de beauté. On voyage là, avec vous. Alors je vous ai demandé, pour terminer, d'apporter un objet. Quel objet vous m'avez apporté? Un objet auquel vous teniez? Alors d'abord, je voudrais vous dire que quand vous m'avez dit qu'il faut apporter un objet, ça m'a un peu irrité. Alors bon. Ça avait été, alors il faut apporter des objets. Pourquoi? D'abord, je ne suis pas attaché aux objets. Quand j'étais jeune, j'ai beaucoup aimé les voitures. Je dois le dire, j'ai beaucoup aimé les voitures. Bon, j'aime les voitures quand même beaucoup moins. Et les objets, je ne suis pas collectionneur. J'essaye d'être le plus... Et je me suis dit, quel objet est important pour moi? Eh bien, j'ai trouvé un objet qui était important pour moi, je l'ai. Heureusement que déjà que ce n'est pas une voiture, parce que ça n'aurait jamais tenu ici. Alors, qu'est-ce que vous m'avez apporté? Peut-être il y a 30 ans, je vous aurais apporté une voiture, une de ces voitures de course que j'aimais tellement. Puis vous me l'auriez offerte, c'est formidable. Vous allez m'offrir quoi, là? Et alors maintenant, je vous apporte quelque chose qui est vraiment très, très important pour moi. Et bien voilà. C'est quoi, un crayon de bois? Ben, c'est un crayon. Comment est-ce que j'écris mes livres? Voilà. De quoi est-ce que j'ai besoin? Alors, j'ai évidemment une chance que je partage probablement avec les musiciens qui n'ont besoin de rien. Un peintre a quand même besoin d'huile. D'un certain matériel. Alors, je n'aurais jamais... Dieu sait que j'ai aimé le cinéma, je n'aurais jamais voulu faire du cinéma à ma profession parce qu'il faut trop de choses. Il faut des caméras, des décors, des trucs qui... Tandis que moi, voilà, il me faut ça. Voilà ce qu'il me faut. Merci. Ça, et si possible, un peu de papier. C'est marqué Lamartine dessus. Les téléspectateurs voilà, ça doit pas. venir de la librairie Lamartine, probablement. Oui, finalement, vous aimez voyager léger. Et alors, vous savez, ça, c'est très, très important pour moi, parce que, naturellement, je suis pas très, très névrotique, mais quand même un tout petit peu, et une de mes névroses, c'est quand je commence un livre avec un crayon, il faut que je le finisse avec le même crayon. Et si je perds ce crayon, c'est très embêtant. Je vous le range, j'ai bien compris le message. Ça, ne croyez pas que j'allais vous le laisser, non, non. Et je sais par exemple que pour écrire un livre, il me faut entre 3 et 4 crayons. Alors il diminue, n'est-ce pas, au fur et à mesure que j'écris mon livre, et puis alors quand il est tout petit, je l'abandonne, quand il est très petit, je l'abandonne, quand il est comme ça, n'est-ce pas? Et alors j'en prends un autre. Et un livre, c'est 3 ou 4 crayons. Et ça, évidemment, ça compte beaucoup pour moi, mais je n'ai pas besoin de beaucoup d'autres choses. Et j'écris mes livres, non pas à la machine à écrire, mais j'écris mes livres au crayon. Et quand ma fille était toute petite, on lui disait « Qu'est-ce que fait ton papa ?» Et il disait « Quand il écrit très vite avec un stylo, c'est qu'il écrit un article. » Et alors c'est là qu'elle était géniale, comme tous les enfants. Quand il ne fait rien avec un crayon, c'est qu'il écrit un livre. Et ça, c'est épatant, parce qu'en effet, qu'est-ce que je fais toute la journée? Je travaille. Je travaille 8 heures par jour. Mais est-ce que j'écris 8 heures par jour? Non. Qu'est-ce que je fais 8 heures par jour? Rien. C'est mon idéal d'enfant. Toujours. Je ne fais rien. J'attends. Et j'écris... J'écris quoi? J'écris 1 page par jour, ou 2 pages par jour. Quand j'écris 1 page par jour, je suis très content. Il le range précautionneusement de peur que je ne lui reprenne. Ah oui, il n'est pas question que vous le repreniez. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Jean. Dans le Petit Robert illustré, si vous regardez au mot « avenir », vous verrez qu'il se situe entre les mots « avènement » et « avant ». Si l'on suit ma logique un peu biscornue, je vous l'accorde, l'avenir se situerait donc entre le début du règne, l'avènement, et le temps liturgique de préparation à la fête de Noël,
l'avant. Dans les deux cas, le démarrage de quelque chose de nouveau. Jean d'Ormesson, vous avez suivi mon raisonnement? Oui, j'ai suivi. Oui. Il vous plaît? Il me plaît beaucoup parce qu'au fond, l'avenir, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je vous le demande. Eh bien, l'avenir, c'est un des éléments d'une chose qui m'a beaucoup intéressé. Probablement, je vous dirais que qu'est-ce qui m'a intéressé dans la vie? Beaucoup de choses futiles. Les bains de mer. J'ai aimé les bains de mer. Les femmes. J'ai beaucoup aimé les femmes. On n'en parle pas, évidemment. J'ai beaucoup aimé, comme je vous le disais, j'ai aimé quand j'étais jeune les voitures. Oui. Il m'est arrivé même de tomber si bas que j'aimais les chemises et les chaussures. Tout ça m'est un peu passé maintenant. Et qu'est-ce que je me suis occupé de quoi? Ben, je me suis occupé de deux choses, si j'ose dire, parce que vraiment, avec les réserves que j'ai faites tout à l'heure, d'abord de Dieu. Parce qu'évidemment, c'est pas la peine de remonter à Pascal. S'il existe, on ferait mieux de s'occuper de lui. Et s'il n'existe pas, il me semble toujours que le temps qu'on a passé à s'occuper de lui est moins perdu que le reste. Alors Dieu, c'est la première chose, et la Donc, deuxième, Dieu est la seule chose qui nous intéresse vraiment. Et la deuxième? Eh bien, c'est le contraire qui m'a passionné. Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est, Dieu? Bon, incarnation du bien. Il est éternel. Il est éternel. Eh bien, l'autre chose qui m'a occupé, c'est le lieu où est le mal, où est l'inverse de Dieu, et c'est le temps. Et à l'intérieur du temps, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a trois choses qui sont bien intéressantes et dont on pourrait parler si nous avions encore 3-4 heures. On pourrait en parler facilement. Ou si vous m'invitiez tous les jours, par exemple pendant une semaine, au lieu d'inviter n'importe qui, vous m'inviteriez pendant une semaine et on parlerait de ça. C'est ce qu'on fait, là. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le passé, le présent et l'avenir. Mais quel sens prend l'avenir pour un homme d'un certain âge comme vous? Vous y croyez encore, par exemple, à l'avenir en ce qui vous concerne? Qu'est-ce que vous attendez de l'avenir? Excusez-moi d'être un peu brutal. Attendez, ce serait une drôle d'idée si je vous répondais que je ne croyais pas à l'avenir. Bah, bien sûr. Il y a sûrement du temps. Il y a sûrement du temps. Il y a des gens qui nous expliquent que le temps n'existe pas. Évidemment qu'il existe. Sur quelle forme? Comment est-ce qu'il existe? Ça, c'est évidemment très, très étrange. Car quand j'étais petit, on m'a appris des choses stupides quand j'étais petit. On m'a appris, par exemple, une des choses qu'on me répétait tout le temps, le sage est celui qui ne s'étonne de rien. Bon, le sage est naturellement celui qui s'étonne de tout. Et tout m'a étonné. Je suis étonné d'être avec vous, là, en ce moment. Je suis étonné d'être en vie. Je suis étonné d'être né. Je suis très étonné de devoir mourir. Et la deuxième chose stupide qu'on m'a appris, c'est on m'a dit « Ah, l'éternité, c'est très compliqué. Imagine, par exemple, un oiseau qui passe, n'est-ce pas, et qui, tous les 100 ans, effleure de son aile la terre. Eh bien, quand la terre aura été usée, c'est ça l'éternité. » Est-ce bête de dire des choses comme ça aux enfants? Et puis c'est compliqué, hein? L'éternité, qu'est-ce que c'est? Mais c'est l'absence de temps. Et nous connaîtrons tous l'éternité. Vous la connaîtrez, moi aussi. Quand nous serons morts, c'est pour longtemps. C'est même pour toujours. Alors l'éternité, nous la connaîtrons. Tout le problème est de savoir si c'est une éternité de néant ou c'est une éternité d'autre chose. Et ce qui est incompréhensible, c'est assez simple, cette éternité. Ce qui est incompréhensible, c'est le temps. Et il est tout à fait stupéfiant que tous les enfants de 4 ans, de 5 ans, de 7 ans, et tous les hommes en général, soient à leur aise dans le temps. Qu'est-ce que c'est que ce système incroyable où il y a quelque chose qui n'existe pas encore et qui va arriver, qui s'appelle l'avenir, et quelque chose qui n'existe plus, mais qui a tout de même existé, qui est le passé, et nous, au milieu, dans quelque chose qui s'appelle le présent, qui n'existe naturellement pas.
Parce que, voulez-vous me dire où est le présent? Si vous dites ça, c'est le présent, Mais c'est déjà passé. il est déjà passé. Donc, le présent, le moment où je parle, est déjà loin de moi. Le présent est quelque chose qui n'existe pas, et la condition de l'homme, c'est de vivre dans quelque chose qui n'existe pas. Car nous vivons toujours dans le présent. Personne n'a jamais vécu dans le passé. Personne ne vit jamais dans l'avenir. Tout le monde vit toujours dans le présent. Et ce présent n'existe pas. Alors ça me paraît vraiment quelque chose de vraiment intéressant. Là où vous avez raison, Jean, c'est qu'on pourrait en parler pendant 4, 5, On va en 6 parler, heures. voilà. Alors, comme il nous reste à peine quelques minutes et que je vous ai demandé de nous choisir un texte qui nous... Ah, vous ne voulez plus qu'on parle de l'avenir, Bah, c'est on n'a fini plus déjà. de temps. Vous Bon, voyez, vous eh qui ben, parlez vous tellement voyez, de temps, on on n'a n'a pas plus de de temps. temps. Mais vous avez choisi un texte pour nous et j'y tiens aussi. Je tiens à parler de beaucoup de choses avec vous, mais est-ce que vous voulez bien nous dire ce que vous avez choisi? J'ai pensé à plusieurs textes. J'avais pensé à un texte de Chateaubriand, un Évidemment. texte très beau sur les lettres d'amour, ou un texte de Proust magnifique. Et puis, j'ai pensé que j'allais vous présenter un texte de Racine. Oh, fort bien. Et alors, l'avantage, c'est que on va le commencer, et puis vous m'arrêterez quand le temps sera écoulé. Je vous écoute. C'est de quel... Alors, c'est Phèdre, si vous voulez, c'est Phèdre. Et Phèdre, vous savez ce que c'est une belle-mère qui est amoureuse de son beau-fils. De son gendre. Et malheureusement, le beau-fils est victime d'un accident de la circulation. Et entre-temps, la belle-mère qui est amoureuse de son beau-fils apprend que son beau-fils est amoureux de quelqu'un d'autre. Elle s'appelle, je crois, Aricie, la jeune femme. Et alors, voilà ce que ça donne. On vous écoute. Ah, douleur non encore éprouvée, tout ce que j'ai souffert, mes craintes, mes transports, la fureur de mes feux, l'horreur de mes remords et d'un cruel refus, l'insupportable injure, n'était qu'un faible essai des tourments que j'endure. Ils s'aiment. Par quel charme ont-ils trompé mes yeux? Comment se sont-ils vus? Depuis quand? En quel lieu? Tu le savais. Pourquoi me laissais-tu séduire? De leur furtive ardeur, ne pouvais-tu m'instruire? Comment se sont-ils vus? En quel lieu? Les a-t-on vus souvent se parler, se chercher? Dans le fond des forêts, allaient-ils se cacher? Hélas, ils se voyaient avec pleine licence. Le ciel de leurs soupirs approuvait l'innocence. Tous les jours se levaient, clairs et sereins pour eux. Et moi, triste rebut de la nature entière, je me cachais au jour, je fuyais la lumière. La mort est le seul Dieu que j'osais invoquer. Mais vous connaissez Phèdre par Me cœur. nourrissant de fiel, de larmes abreuvées, de mon malheur encore de trop près observé, je goûtais en tremblant ce funeste plaisir. Alors la nourrice, ça continue comme ça, et puis la nourrice lui a dit « Quels fruits retireront-ils de leurs vaines amours? Ils ne se verront plus. » Et elle répond « Ils s'aimeront toujours. » Bravo, bah le voilà votre avenir, comédien, je crois que Comme j'aurais aimé être comédien. c'est trouvé. Je dois vous dire que mes maîtres connaissaient Phèdre par cœur. Moi, je ne connais que 2 ou 3 actes de Phèdre. Oui, mais c'est déjà pas mal. Et mes puis- filles, ma fille, elle ne connaît que 2 ou 3 vers, je crois. Et pourtant, elle sait beaucoup de choses. Jean va devoir se quitter là. Pour vous dire au revoir, je vais faire comme au début, je vais emprunter quelques titres de vos livres. Au revoir, merci, c'était bien. Merci à Jean. vous.